Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 11 septembre pour 85 chrono et revenir ensemble sur toutes les images fortes et résultats de ce week-end. Mais avant, place au sommaire. Et pour cette émission, on va commencer bien avec un week-end de sport qui s'est encore déroulé sous des conditions largement estivales et du triathlon. Saint-Jean-de-Mont avait rendez-vous pour décrocher le titre de champion de France. Mission réussie pour les Montois, sacrés pour la deuxième fois de l'histoire du club. L'équipe première de La Roche-Vendée Handball signait sa reprise sur les parquets réception des Bayonnaises de Côte-Basque avec une rencontre très disputée en football et en National 2. Le promu de la Roche-VF accueillait le leader du groupe Saint-Privé, Saint-Hilaire à Desgranges. Objectif poursuivre le très bon début de saison et puis un tour du côté de la Motte à Char avec du cyclisme. La 11e édition du Chrono des Achars, vainqueur l'an passé, Mathias Ribeiro da Cruz visait sur l'épreuve un deuxième succès consécutif. Voilà pour le menu de l'émission. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et pour entrer dans ce 85 chrono, il se devait de conclure leur saison en beauté. Le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon avait coché sur son calendrier cette 5e et dernière étape de la saison du championnat de France par équipe des clubs de D1. Pourtant leader au général, rien n'était joué avant le début de cette finale samedi après-midi. Avec 10 points d'avance sur leur poursuivant Poissy, les Vendéens devaient assurer au moins une 4e place pour entrevoir le titre de champion de France. Saint-Jean-de-Mont qui devait par ailleurs composer sans plusieurs de ses cadres. Le coup d'envoi, vous l'avez vu, était donné à 17h, 750 mètres de nage, 20 km de vélo avant une conclusion. 5 km en course, pas vraiment de différence nette créée à la sortie de natation. Ils sont une petite trentaine à s'extraire de la grande plage pour rallier le circuit vélo et les 5 boucles au programme. Les poursuivants vont réussir à faire la jonction avec le groupe principal sur les 5 derniers, enfin le 5e des derniers tours effectivement, et le plus rapide à la transition sera également le plus rapide à boucler les 5 km de course à pied à cette jugé la dernière victoire en individuel de la saison. C'est le Français Dorian Coninx pour le club de Poissy Triathlon. Le club des Yvelines place 3 hommes dans le top 7 et s'adjuge donc largement la victoire en équipe. On va les voir arriver sur la ligne. Côté Montois, Louis Vitiello, Nathan Graël et le Britannique Daniel Dixon signent respectivement la 7e, 8e et 12e place. C'est suffisant pour terminer 3e de l'étape et conserver la première place au classement. Fin de suprématie donc pour Poissy. Saint-Jean-de-Mont monte sur la plus haute marche du podium et endosse la tunique bleu-blanc-rouge de champion de France pour la deuxième fois de l'histoire du club après 2018. Épilogue d'une très belle saison, donc objectif atteint pour le manager de l'équipe et président du club François Pouvreau. On l'écoute au micro de Daniel Lelanne. L'objectif de la saison, c'était d'essayer d'aller chercher le titre. On a réussi, on fait une belle 3e place sur cette étape et on remporte le titre de champion de France. Donc c'est bien, ça fait sur la saison 3 victoires, une place de 5, une place de 3, une belle saison. Les gars sont vraiment surmenés aujourd'hui devant le public montois qui était vraiment très présent. Et du coup, c'est vraiment l'objectif et c'est super. On voulait finir jusqu'à la 4e place, on finit 3e, c'était vraiment l'objectif. Je sais que l'équipe a été un petit peu affaiblie avec le fait que Mario Molon ne puisse pas venir. Mais on a quand même une très belle équipe et non, ça s'est vraiment bien passé. Maintenant, le prochain objectif, c'est le week-end prochain avec l'équipe filles qui est en finale de la D3. L'objectif, ça va être de monter en D2. Donc c'est le deuxième objectif de la saison. Le premier rempli, on a le titre. Maintenant, le week-end prochain, on va essayer d'avoir le deuxième. Il fallait transformer l'essai, comme le 15 de France hier soir a su le faire. Et on a réussi, ça a été une étape dure. On s'est accroché de bout en bout. Là, on a discuté entre athlètes à l'arrivée forcément du club. Et on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui on était un peu à plat. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'était difficile, mais on a assuré l'essentiel en restant sur le podium aujourd'hui et surtout en sauvegardant notre première place synonyme de titre de champion de France. Poissy, ils ont été très forts parce qu'ils ont été complets, ils ont su courir vite, ils placent leurs 3 athlètes devant nous, donc ils ont largement remporté cette finale. Voilà, ils avaient de l'énergie, ils couraient vite, contrairement à ce qu'on a pu voir sur les dernières étapes où c'était plutôt Saint-Jean-de-Mont qui était devant en course à pied. Voilà, ça s'est un peu inversé sur la finale, mais sur la saison on a été plus régulier, donc on mérite ce titre. Poissy a été très fort aujourd'hui et bravo pour leur victoire sur la finale. Et l'occasion de regarder ensemble une dernière fois le classement de cette D1 avec en haut de tableau des positions qui restent inchangées. Sacré champion de France, donc Saint-Jean-de-Mont devance son dauphin Poissy de 4 unités. Trop loin sur l'épreuve de ce week-end avec une 7e position. Les Sables Vendée Triathlon ne bousculent pas le podium et finissent 4e derrière Liévin. Du côté de la D1 femmes, samedi était aussi l'ultime rendez-vous de la saison et l'excellent résultat, il est cette fois pour les Sables d'Olonne avec un podium 100% sablé. Diana Isakova, Valentina Riasova et Jeanne Leher permettent au club de
remporter cette étape. Promu d'ailleurs cette saison en D1, les Sables Vendée Triathlon terminent ainsi vice-championne de France derrière Poissy pour 5 petits points. Et puis quelques images aussi du championnat de France de paratriathlon. L'épreuve se tenait hier dimanche matin sur l'esplanade de la Mer, toujours à Saint-Jean-de-Mont. Près de 80 paratriathlètes inscrits, parmi lesquels bien presque tous les ténors de la discipline. Le menu était similaire à celui de la veille avec les mêmes distances et parcours au programme. Et la grosse information à retenir, c'est la nouvelle victoire de Gladys Lemoussu ici à l'image dans sa catégorie des PTS 5. La Montoise décroche son 9e titre de championne de France. Arrivée en 1 heure 10 minutes et 44 secondes, Gladys Lemoussu devance Émilie Graal et Clara Lefaucheux. Et puis, avant de passer à la suite, un petit mot d'une autre performance vendéenne du week-end depuis Nice, où se tenait le championnat du monde d'Ironman. 3 km 800 de natation, 180 km de vélo avant un marathon de course à pied. À noter la belle performance d'Arnaud Guilloux, le licencié des Sables Vendée Triathlon, se classe 12e de l'épreuve. Le titre de champion du monde revient quant à lui à un autre Français, Sam Ledlow. Allez, en direction à présent les parquets de handball, l'heure de la reprise. D'ailleurs, pour bon nombre de championnats, c'était le cas samedi soir avec l'ouverture de la Nationale 1 féminine. À la salle Omnisport, La Roche-Vendée handball en rouge recevait les Bayonnaises de Côte-Basque, maillot bleu. 7e la saison passée, le RVHB débute cette saison avec un effectif presque entièrement renouvelé, mais toujours emmené par Ophélie Charbonneau. Les Lyonnaises sont menées en début de partie. Il faut attendre le quart d'heure de jeu pour voir les Vendéennes passer en tête 8-7. Toujours devant de 2 longueurs, 12-10 à 5 minutes de la pause. Le RVHB va subir un léger trou d'air. 4 buts encaissés en moins de 3 minutes. Les Bayonnaises terminent plus fort et pointent à +2 au moment de rallier les vestiaires. La Roche est menée 14-12. Les Basques qui vont de nouveau se montrer les plus dangereuses à l'entame vont se faire rejoindre. 17 partout après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Le RVHB est mieux en place et profite de ce regain offensif comme défensif pour inscrire 3 réalisations sans encaisser de but. +3 à la 45e. Les visiteuses restent au contact et vont se rapprocher petit à petit dans une fin de match qui est très disputée. Mais comme l'an dernier ici même face à ces mêmes Basques, c'est Amal Amrouni, 8 réalisations dans ce match qui va venir sceller définitivement le succès des Lyonnaises. Pourtant alors en infériorité numérique. Et comme la saison passée, score identique, La Roche s'impose 26-25 à domicile face à Côte-Basque sur ce dernier but donc d'Amal Amrouni. L'analyse de cette partie signée des coachs des deux équipes au micro de Daniel Lelanne. On démarre très bien le match, offensivement. Défensivement, on a un peu quelques réglages à faire, ce qui arrive au bout de la 15e minute. C'est plutôt hyper intéressant. Et derrière, on prend un peu les devants. On a des ballons, on est à +4. Et derrière, on redonne 2-3 opportunités pour que Côte-Basque se relance. On est à +2 pendant tout un mano à mano. Et derrière, en fin de première mi-temps, on lâche un peu physiquement, on perd trop de ballons, on manque d'ajustement. Et c'est là où on sent que notre équipe est très remaniée et qu'on a encore beaucoup à travailler sur ces articulations-là. Et du coup, on repart en deuxième mi-temps avec d'autres intentions défensives. La preuve, elles ont mis que 10 buts en deuxième mi-temps. Et c'est ce qui fait le score à la fin. On peut saluer l'équipe de Côte-Basque parce que défensivement, elles nous ont fait beaucoup de mal. Je pense qu'on a bien fini la fin de la première mi-temps. Je pense qu'on aurait même faire un peu plus de break pour essayer de leur faire mal un peu mentalement. Elles ont bien entamé la seconde mi-temps. Elles reviennent vite après au score. On loupe quelques immanquables. Je trouve que défensivement, on a été un peu moins percutante. On a eu un peu moins d'arrêt. La blessure de notre gardienne nous fait un peu de mal aussi. Mais on a le ballon pour égaliser, on le joue mal. Mais je pense qu'on a perdu le jeu sur grand espace sur la deuxième mi-temps qu'il y avait par rapport à la première mi-temps. On a une équipe de jeunes, mais il faut que ça nous serve de leçon à un moment donné. Il faut qu'on y mette les ingrédients dans la capacité à sortir les ballons proprement et à s'engager et à y mettre la tête comme elles ont su le faire. Donc voilà, c'est une équipe vaillante qui lâche rien et on retrouve les valeurs qu'elles ont depuis le début de l'année et depuis plusieurs années. Et après ce succès inaugural, c'est donc logiquement que La Roche-Vendée handball occupe la première partie du classement. Les Lyonnaises sont 6e de leur poule de National 1 féminine. Une division en dessous, un autre classement en National 2 féminine. Cette fois, l'équipe réserve de La Roche démarrait également sa saison en levée de rideau samedi soir. Les Lyonnaises s'inclinent sur la plus petite démarche, 35-34 face à Pessac et pointe à la 8e place du classement. Chez les garçons aussi en National 1 masculine, retour sur les parquets, notamment pour Pouzauge à la salle de l'Étoile qui recevait pour cette première du championnat. Le PVHB s'incline de nouveau à domicile après une défaite en Coupe de France il y a une semaine. Défaite cette fois 32-29 face au Saran Loiret handball. Je vous propose à présent d'ouvrir la page football de ce 85 chrono avec la 3e journée du championnat de National 2. Samedi soir, le promu de La Roche VF accueillait l'actuel leader du groupe, l'équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire à Henri Desgranges. Et on démarre avec la 11e minute. Et cette action en profondeur de Zébio Mbaki qui bute sur le portier Privatin. Une nouvelle occasion
Quelques secondes plus tard, Mbaki, cette fois à la passe pour Sarr en bout de course qui ouvre trop son pied face au but vide. Bien servi, Mbaki va de nouveau venir échouer sur Jordi Claveau qui capte en 2 temps. Saint-Privé Saint-Hilaire de son côté va se procurer quelques rares occasions mais sans véritablement se montrer dangereux. À quelques minutes de la pause, cette fois côté droit, percé de Sarr qui vient provoquer une faute dans la surface adverse. Penalty. Mbaki s'en charge et s'y reprend à 2 fois pour le transformer. La Roche VF mène logiquement 1-0 à la pause. 57e minute de retour pour cette deuxième mi-temps. Les Lyonnais vont se retrouver en supériorité numérique suite à cette grosse semelle de Touré sur Keita. Carton rouge logique et à l'image de leur première période, les visiteurs vont avoir quelques opportunités mais sans véritablement inquiéter Ahamada dans les cages. Après l'heure de jeu, La Roche va manquer le break par 2 fois. Ici d'abord avec cette frappe de Mathis Vrignon qui s'envole au-dessus du portier. Puis après une superbe percée de Dabin, Keita voit sa frappe déviée par le portier sur le poteau. Une nouvelle fois pris dans le dos, la défense Privaten va finalement céder une seconde fois en fin de match. Axel Dabin a tout le temps d'ajuster sa passe pour Sonny Butro qui n'a plus qu'à conclure. Succès 2-0 de La Roche VF avec quelques légères mais courtes tensions sur le terrain au coup de sifflet final. Les Lyonnais chipent la place de leader à leur adversaire du soir et restent invaincus après 3 journées. Sandrine Pelletier avec les entraîneurs des 2 formations. C'est vrai que c'était très compliqué pour les joueurs, au vu de la température. C'est vrai qu'on a vu des joueurs débuter difficilement et terminer dans le dur, que ce soit pour les 2 équipes. Donc c'est vrai que on n'a pas eu un match avec beaucoup de rythme, mais bon, nous on a eu un contenu assez dense et assez correct. Donc je pense que c'est logiquement qu'on emporte ce match. Et ça reste honorable ce qu'on propose. L'objectif c'est pas forcément d'être en tête, c'est de prendre des points parce que 14 équipes, 5 descentes, ça va être compliqué. Donc on sait que les points pris au départ vont forcément favoriser et créer une dynamique qui va nous permettre d'aborder des matchs plus sereinement. Donc on en profite, on essaie de la garder, on essaie de la continuer, on essaie de la peaufiner, on essaie de l'améliorer, mais forcément pour nous c'est un début qui est plus qu'à la hauteur, quoi. Je pense que c'est pas une bonne sortie pour nous. On n'a pas démarré notre match en première mi-temps et on a beaucoup laissé notre adversaire nous manœuvrer. J'ai eu un peu le sentiment qu'il y avait un adversaire qui souffrait de la chaleur et pas l'autre, notamment en première. On s'est pénalisé par rapport à ça et du coup on a été pour moi un petit peu en dessous de notre niveau sur ce match globalement. Et puis le rouge est venu terminer nos espoirs parce qu'on savait derrière, même si on a jeté toutes nos forces dans la bataille en deuxième mi-temps, on savait très bien qu'on allait être un petit peu sous le coup des contres et c'est ce qui est arrivé à la fin quand on prend le deuxième. Donc c'était une issue malheureusement un peu prévisible. Et un début de saison quasi parfait pour La Roche VF qui permet au club d'occuper la première place de son groupe en National 2. 7 points à égalité avec 3 autres formations, Libourne, Romorantin et Angoulême. Angoulême d'ailleurs tombeur samedi soir des Herbiers à Massabielle, défaite des Vendéens 1-0. Les joueurs de Laurent David s'inclinent pour la 2e fois et perdent 2 places au classement. Une 9e position avec 3 points. Du côté du championnat de National 3, week-end délicat pour les 5 clubs vendéens engagés. Le Poiré n'est plus leader après cette 3e journée. Défait 1-0 face à Saint-Philbert. Les Genoux laissent leur première place à leur adversaire du week-end. Chalon s'incline 4-3 face à Sablé. Défaite 1-0 des Sables FCEC contre Choret. Victoire dans le derby de Fontenay 5-2 face à la Châtaigneraie. Les Sables et la Châtaigneraie pointent respectivement à la 11e et 12e place. Un petit mot rapide aussi avec du basket et un point sur les classements en National 2 masculine qui reprenait ce week-end. Et pour son premier match en N2, le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket a fait le spectacle face à Dax. Victoire 89-79 après prolongation. Les joueurs de Paul Ravon pointent à la 4e place au classement. Et pour terminer cette émission, on va partir avec du cyclisme. Hier, dimanche, se tenait une épreuve que l'on connaît bien ici en Vendée, le chrono des Achards et sa 11e édition. Et pour la première fois, le chrono a pu s'installer dans le centre-ville de la Motte-Achard, place de l'Hôtel de Ville. Une épreuve décalée, une semaine plus tôt que d'habitude. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est l'épreuve. On est bien ici sur un contre-la-montre. À 14h étaient donnés les premiers départs pour la catégorie des élites et des moins de 19 ans. 21 km 200 à parcourir en traversant le Bourg-Morguais, puis en passant sur les routes autour de la Motte-Achard. Le meilleur chrono, il est signé Mathias Ribeiro da Cruz en 25 minutes 52 secondes. Le champion de France amateur du chrono se succède à lui-même au palmarès de l'épreuve. L'accompagne sur le podium 2 coureurs de la formation Vendée. Grégory Pouvreau, 2e comme l'an passé, cette fois à 40 secondes du vainqueur, suivi de Lucas Grolier après d'1 minute. Le gagnant Mathias Ribeiro da Cruz qui a aussi appris une très bonne nouvelle à l'issue de l'épreuve. Je vous laisse l'entendre avec sa réaction recueillie par Sandrine Pelletier, précédée de Philippe Saurin, responsable de la course. C'est une épreuve contre le temps, que ce soit individuel ou par équipe. Donc chaque coureur, si c'est individuel, donc il part tout seul, toutes les 2 minutes.
Et donc il doit se battre contre le temps. C'est à celui qui fera le meilleur chrono, le meilleur temps. C'est un circuit qui va un peu pour tout le monde un petit peu. C'est pas que pour spécialement les rouleurs ou grimpeurs. Il est un petit peu accidenté par moment, mais il a des belles lignes droites pour que vraiment les purs rouleurs puissent s'affirmer dans l'épreuve. Avec un petit peu quelques faux plats, voire boss à certains endroits. Les difficultés, c'est que je connaissais pas le parcours, il a changé depuis l'an dernier et je l'ai repéré que 2 heures avant la course et j'avais pas de directeur sportif pour m'indiquer les virages, du coup il fallait quand même que je sois vigilant. La chaleur aussi qui était quand même présente et qu'il faut prendre en compte. Et après, facilité, c'est que je commence à avoir quelques contre-la-montre dans la musette et je commence à me connaître. Et là, je viens d'apprendre que je faisais le chrono des nations en élite, c'est-à-dire avec les professionnels en classe 1. Très content parce que j'attendais la réponse de l'équipe de France, vu que pour le participer, il faut être soit professionnel ou être en sélection équipe de France, c'est le cas. Du coup, je remercie la sélection LCTR pour ça. Là, pour l'instant, j'ai pas encore le niveau, je pense, pour être professionnel. Là, j'ai fait des bons résultats en contre-la-montre, mais il me manque encore quelques performances, je pense, sur la route. Après, cela fait 3 ans que je fais du vélo, c'est ma 2e année en élite et je progresse petit à petit. Et oui, l'objectif, ce serait de passer professionnel à terme quand même. Et puis avant de se quitter, une information qui est tombée dans la journée, la signature d'un nouveau coureur sur l'équipe du team Total Énergie. Après 3 saisons passées avec l'équipe Vendée U, Lucas Boniface passe chez les professionnels et rejoint l'équipe de Jean-René Bernaudot. Le sprinter de 22 ans s'est engagé avec la formation vendéenne pour une durée de 2 ans. Voilà de ce que l'on pouvait dire de toute l'actualité sportive en ce lundi 11 septembre. Le prochain rendez-vous sport sur l'antenne de TV Vendée, c'est dès jeudi pour 85 chronos à partir de 18h45 où j'aurai le plaisir de vous retrouver. D'ici là, très bonne fin de soirée sur TV Vendée et belle semaine à tous.